Alors, donc, à la demande de Pascal Cauchy, il était question de parler des grands commis de l'État. Il y en a beaucoup, ça mériterait plusieurs heures, et je ne me vois pas vous encombrer 3 jours durant de tous les grands serviteurs de l'État. Donc, j'ai fait le choix d'un seul, le choix exclusif d'un serviteur de l'État, pas n'importe lequel. J'ai visé haut, j'ai visé grand. J'ai choisi, pour moi, mais c'est très subjectif, mais en fait, je pense que vous serez assez d'accord, j'ai choisi Vauban. Je n'ai pas été très original sur la question, mais voilà, je choisis Vauban. En vérité, voilà un sujet qui mériterait plusieurs heures, parce qu'il y a énormément de portraits à faire. Vauban, donc, va être aujourd'hui le seul sur lequel nous allons nous pencher, mais à l'expression commis de l'État que Pascal évoque, je préfère serviteur de l'État. Commis envoie bien sûr la commission qu'on vous donne pour tel domaine de la défense, de la guerre, des affaires étrangères, etc. Mais serviteur de l'État évoque davantage le don de soi, c'est-à-dire le don de sa personne. Et vous allez voir, en tout cas c'est tout l'effort que je vais donner, c'est de vous montrer à quel point Vauban a donné de soi. 54 années de service du roi, 54 années de service du roi, ce qui veut dire déjà une santé de fer. Et vous allez voir aussi pourquoi. Une longévité remarquable, 73 ans à une époque où l'espérance de vie n'est pas là. Donc Vauban est un serviteur de l'État, plus qu'un commis. Commis engage une dimension très réductrice. Lui s'est donné à fond, ne voyant sa femme que très épisodiquement. Anne Blanchard, qui est une historienne qui a fait une des meilleures biographies sur Vauban, considère que Vauban a vécu bout à bout, mois après mois, 3 ans et demi de sa vie avec son épouse. Voilà, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Vauban est au service du roi, tout à son service. Ce service du roi est très ancien, il date des premiers rois. Il n'est qu'à voir dès le Moyen-Âge les serviteurs des premiers Capétiens, mais ces premiers serviteurs étaient des serviteurs cléricaux, c'était des moines, des abbés. Je pense à Sugère évidemment, qui est la grande figure au Moyen-Âge, si vous voulez, de Louis VII et de Philippe Auguste. Donc jusqu'à Philippe le Bel, jusqu'au début du XIVe siècle, les serviteurs de l'État sont des clercs. On en retrouvera. Richelieu, Mazarin étaient à leur façon des clercs, des cardinaux, donc le haut des clercs. Mais à partir de Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, vous avez l'apparition de nouvelles natures de serviteurs de l'État qui sont en fait les légistes, c'est-à-dire des hommes qui deviennent vraiment des professionnels, qui ne sont pas des clercs, qui ne sont plus des clercs, qui sont en fait des gens chargés d'un dossier, chargés d'affaires, souvent hommes de robe, robins, c'est-à-dire des gens du droit, qui seront issus du Parlement de Paris, à qui on confie des tâches vraiment spécifiques. Alors, je pourrais commencer évidemment par évoquer ces grandes figures. Peut-être certains se souviennent, Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny. Vous les rencontrez si vous lisez Les Rois maudits de Maurice Druon. Vous les rencontrez à certaines occasions, à certaines lectures évidemment, mais enfin, ils sont aujourd'hui totalement oubliés. Mais de là pourrait commencer une longue liste de serviteurs de l'État. Je vais essayer au maximum d'être ennuyeux, mais vous avez bien sûr les plus grands, les plus connus, c'est la dynastie des Bourbons. Sully, ça évoque des choses. Henri IV, Richelieu, j'aurais bien sûr pu parler de Richelieu, mais une fois de plus, Richelieu, j'ai le sentiment que tout le monde connaît un peu. Mazarin, Colbert, Louvois, et même encore au XVIIIe, vous aurez des grands serviteurs de l'État. Vous allez avoir sous Louis XV, d'Aiguillon, l'abbé Terray, Maupoux, vous allez avoir sous Louis XVI Vergennes, Sartine, et on oublie trop souvent que Louis XVI a formé peut-être le dernier grand serviteur
quand je dis État, c'est État royal, c'est le futur duc de Richelieu, comte de Chinon, duc de Richelieu, qu'on va retrouver après les 25 ans de révolution, de consulat d'empire, qu'on va retrouver sous Louis XVIII et qui, à mon avis, est le dernier grand serviteur de l'État royal. Le duc de Richelieu sous Louis XVIII, formé par Vergennes et Louis XVI quelques années avant la Révolution. Donc vous voyez, on aurait pu décliner cette séquence sur 20, 25, 30 portraits, et je vais me réduire à un seul qui fera office d'illustration. Je rappelle également que dans le mot servir, la notion de servir, j'arrêterai là mon introduction tout de suite après, il y a le don de soi. C'est le contraire du fonctionnariat. Je suis fonctionnaire, je peux donc me permettre amplement de le critiquer, ce statut, cet état. Mais justement, c'est un état. Servir le roi, plus qu'un métier, c'est un état. Vous ne comptez pas vos heures, vous n'êtes pas comptable de début et de la fin de la journée. Vauban ne sait pas quand va finir la journée, ne sait pas quand va finir la mission, et c'est d'ailleurs un problème, vous verrez, si j'ai le temps tout à l'heure de l'évoquer, pour l'évoquer. Il y a également un autre problème que j'essaierai d'évoquer avec vous, c'est la reconnaissance du roi. Est-ce que le roi est reconnaissant de ses serviteurs? C'est-à-dire que parfois oui, parfois non, c'est une réponse de Normand qu'il faut ajouter à ça, parce que oui, parfois, tout de suite, je vous donne un exemple. Il n'est pas qu'une façon de servir le roi. Et surtout, au sortir du Moyen-Âge, vous avez des personnages qui sont pas seulement des hommes de dossier, qui sont des militaires. Je pense, comme Vauban, mais du Guesclin. Du Guesclin est un serviteur de l'État. Et il sera reconnu, ses mérites seront reconnus. Si vous allez à la basilique Saint-Denis, je vous invite à tourner autour des gisants, vous allez voir un gisant étonnant, tout petit, petit format d'ailleurs, comme Vauban, petite taille, breton, petit format. Il est enterré, il a l'honneur d'être enterré au pied du gisant de Charles V. C'est-à-dire, voilà, vous m'avez tellement bien servi, vous avez tellement servi ma personne que vous avez le droit d'être à mes côtés dans la mort comme vous l'avez été dans la vie. Et du Guesclin, un autre breton, d'ailleurs Tanguy du Chastel, est enterré également pour service rendu connétable de France, service rendu à la couronne. Et puis vous avez le cas inverse, l'absence de reconnaissance, l'ingratitude. L'ingratitude, elle s'exprime peut-être, alors il y a débat, mais Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, est-ce qu'elle est reconnue dans ses mérites? On peut se poser la question et même franchement répondre. C'est pas du tout sûr. Charles VII a peut-être abandonné Jeanne d'Arc. Merci et au revoir. Donc l'ingratitude, ça existe aussi. Il y a la reconnaissance dans certains cas et il y a l'ingratitude. Alors, avec Vauban, la question c'est est-ce qu'il y a eu reconnaissance du roi ou est-ce qu'il y a eu ingratitude? Ben là aussi, réponse de Normand, un petit peu les deux. Reconnaissance, oui, il a été fait maréchal de France, donc c'est bon, il a sa médaille, mais il a également, il y a aussi, je pense, il a ressenti de l'ingratitude. Il n'est que de se promener dans la galerie des Glaces, on appelle galerie des Glaces, mais ça c'est pour les touristes, la grande galerie de Versailles, qu'on appelait au grand siècle la grande galerie, tout était grand, hein, grande galerie, grand dauphin, tout ça. Donc la grande galerie de Versailles, vous levez la tête, 64 mètres de long, un programme de peinture, un programme iconographique 64 mètres à la gloire du roi, toutes les batailles gagnées évidemment. Est-ce que Vauban a un petit recoin, un petit médaillon, un encart, rien? Vauban n'a rien. Le peintre qui organise ses peintures, Lebrun, ne pense pas, mais de toute façon il est sous contrôle, donc c'est Louis XIV qui signe, qui donne son accord. Vauban n'est pas représenté dans des sièges de bataille, pourtant auxquels il a si largement contribué. Il n'y est pas. Et donc, on peut donc répondre tout de suite, et j'en aurai fini avec l'introduction, on peut répondre tout de suite sur la question reconnaissance, ingratitude. Il a vécu les deux. Et ça fait partie du job, ça fait partie du taf, ça fait partie le serviteur de l'État doit admettre qu'un jour, à toute occasion, il sera bafoué, il sera piétiné, ses conseils ne seront pas entendus. Ça fait partie des misères de cette condition. Je pourrais vous annoncer un plan à la française, 3 parties, grand 1, grand 2, grand 3. Écoutez, nous sommes encore le 25 août, ce sera au gré de l'énumération de mes
les faits. J'ai pensé aussi à un plan en 4 parties, moins bien vu, moins bien conseillé. Ça pourrait être les 4 saisons, par exemple. On pourrait le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On va voir. On va suivre Vauban pendant 55 minutes, 1 heure, 60 minutes. Alors Vauban, c'est le nom avec lequel VAUBAN, c'est le nom qui l'a fait connaître, mais ce n'est pas son ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, si tant est qu'il en est un vrai, un faux, mais c'est Sébastien le prêtre. Sébastien le prêtre, le S ne se prononçant pas. Sébastien le prêtre, seigneur de Vauban. Plus connu sous le nom Vauban. Pourquoi? Il n'est pas né à Vauban. Vauban, c'est un tout petit lieu-dit, un hameau aux confins du Morvan et du Nivernais. Il a racheté ça. Il a racheté sa terre seigneuriale. Il en procédait, il en venait. Ses ancêtres étaient Vauban. Mais il a une sorte de revanche sociale, si j'ose dire. Il l'a racheté à un cousin, le petit château de Vauban. Et c'est même allé plus loin. Et donc, du coup, il s'est attribué seigneur de Vauban. Et il l'a également acheté le château de Bazoches, plus gros, plus fort, plus imposant encore, pas très loin, tout ça dans le même terroir, le château de Bazoches, et c'est incroyable, il achète le château de Bazoches avec l'argent que le roi lui donne, on verra dans quelles conditions, mais c'est un château de famille. Sa grand-mère est née à Bazoches, mais c'est pas le bon côté de Bazoches. Sa grand-mère, c'est une Lapérière, fille illégitime de Monsieur de Lapérière. Donc là aussi, c'est une revanche sociale. En achetant le château, il fait, si vous voulez, l'occasion de l'établissement de ses mérites et de la reconnaissance du roi. Il a un château digne de lui, mais en même temps, quel parcours! Il a racheté. Ça me fait exactement penser, parallèlement à un siècle d'écart, à ce que fait le père de Chateaubriand lorsqu'il achète Combourg. Au lieu, il a l'argent pour construire un très beau château moderne comme font les Comtades à Montgeoffroy, il va, lui, en fait, le père de Chateaubriand, acheter un vieux château fort parce que ça fait plus ancien et surtout, ça a un sens dans son arbre généalogique. Ça rappelle que au Moyen-Âge, les Chateaubriand possédaient Combourg. Et donc, il revient dans les meubles. Donc là, une sorte, là aussi, de revanche sociale. Le personnage. Alors, puisqu'on va en parler, puisque vous allez avoir la compagnie de Vauban pendant 1 heure, voilà un des portraits. Il y en a pas beaucoup de portraits. Il y a quelques portraits. Il y a un tableau plus connu que celui-là de Hyacinthe Rigaud, celui qui a peint Louis XIV, que vous voyez au Louvre et à Versailles, le grand portrait en pied de Louis XIV, 63 ans, 1701. Ce qu'on retient, c'est les bas, les jambes de danseur à 63 ans encore bien en forme. Hyacinthe Rigaud, le peintre du roi, va également peindre Vauban. Ça aussi, ça fait partie de la reconnaissance. Rigaud peint le roi et peint Vauban. Ça, ce n'est pas un portrait de Hyacinthe Rigaud. C'est un portrait... Alors, il n'y a pas d'auteur connu, école française, mais il vous représente Vauban dans la maturité de l'âge. C'est l'été rayonnant, brillant, perruqué, voilà. Louis XIV devenant chauve progressivement a caché sa calvitie dès l'âge de 25-30 ans par d'immenses perruques, cheveux symbole de puissance symbolique. Tous les courtisans ont fait pareil. Et Vauban, voilà, attifé de cette énorme perruque. Il est petit, de taille, il est trapu, je vous le présente physiquement, petit, 1m60 avec les bottes de cavalier. Trapu, fort sur pattes, une tête maîtresse tête, mais marqué, il a une sorte de stigmate qui est tout de suite révélateur, on sait à qui on a affaire. Quand vous avez un portrait, vous vous promenez un jour au Louvre, à Versailles, je sais pas, à Compiègne, à Fontainebleau, vous voyez un portrait de Vauban, tout de suite, c'est la joue mouchetée. La joue mouchetée, c'est la stigmate de, si vous voulez, de ce qu'il doit, de ce que son métier, sa profession, son état lui va. C'est-à-dire, il a été blessé. C'est de la poudre qu'il reçoit au siège de Douai en 1667, et ça va lui rester. Donc tous les portraits de Vauban, y compris celui de Hyacinthe Rigaud, est moucheté. Vous avez cette joue non pas balafrée, mais marquée par un combat.
On a également un buste de Vauban par Kosevox, c'est pas rien non plus. Donc là, on voit bien la faveur royale. Hein. Les artistes de premier plan travaillent à rendre son image. Physiquement, j'ai dit qu'il était petit, trapu, donc solide. 73 ans, longévité, comme le roi d'ailleurs. Vous remarquerez que Louis XIV, 77 ans. Record battu, 77 ans, 1638-1715, le roi. Il en est quasiment le contemporain. Il a 5 ans de plus que lui et il mourra 8 ans avant lui. Mais ils ont à peu près le même âge, c'est la même génération. Or, imaginez, quand vous avez 75 ans sous Louis XIV, vous avez 100 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les gens de votre génération sont morts et ceux que vous avez autour de vous, c'est des petits jeunes. Louis XIV, d'ailleurs, à la fin de sa vie, confond les générations, comme font beaucoup les anciens. Il dit, mais ah oui, c'est le fils, ou c'est le petit-fils. On en arrive là. Vauban et Louis XIV ont traversé 3/4 de siècle, ce qui déjà est assez exceptionnel. Mais ce qui va nuire à Vauban, il a une petite faiblesse physique quand même, et j'en aurais assez fini avec ça, sur ses aspects physiques. Il est atteint de bronchite chronique. Il a un rhume, mais un rhume constant. Il est enrhumé constamment. Il en mourra d'ailleurs. Le dernier qui serait peut-être toujours le même, finalement, qui se répète sans arrêt. Il est toujours pris, toujours congestionné. C'est une sorte de rhinopharyngite probablement, qui n'en finit pas. Et comme il voyage tout le temps, comme il est tout le temps en déplacement, et on va voir qu'il va plutôt au nord qu'au sud, même s'il va au sud, en Flandre, dans les régions humides, eh bien, il attrape. Et malgré cette fragilité de la gorge, il est quand même en service presque constamment, même fiévreux, même tremblotant, il voyage à travers toute la France. Et la seule fois où il dit au roi, là je peux plus, il envoie une lettre à Louvois en disant, si je continue, je claque, je meurs. Je le dis pas comme ça, mais et là Louvois se dit oulala, Vauban est trop important dans les serviteurs du roi, il faut ménager sa personne, donc prenez du repos. Et il va prendre du repos, il va aller presque une année, c'est la seule année d'arrêt de sa carrière. En 1690-91, il part à Bazoches, et pendant un an, ce dit en passant, il continue à travailler, puisqu'à Bazoches, si vous visitez un jour en Bourgogne, ce que je ne saurais que trop vous conseiller de faire, le château de Bazoches, vous avez la grande galerie du château au 2e étage, avec une vue magnifique, on voit Vézelay au loin, etc. Bon, dans cette galerie, Vauban va installer tout son personnel. Quand je dis personnel, c'est pas la domesticité, c'est les gens qui travaillent à faire des cartes, des plans, des maquettes, etc., et qui travaillent pour lui, des dessinateurs, des géographes, et qui continuent. Et du château de Bazoches, vous avez dans les communs des cavaliers qui sont prêts à partir à travers toutes les directions de la France pour appliquer les ordres de Vauban. Donc une année de convalescence qui n'est pas une année d'arrêt total. C'est une année, en fait, où le Vauban ne se déplace plus, parce que sinon, bon, voilà, il n'arrive plus à se soigner. Et le dernier rhume connu, c'est celui de la fin, 1707, qui va l'emporter. Et celui-là sera fatal, ce sera celui de trop. Pour autant, une santé de fer, parce qu'à part la gorge, tout va bien. Il est très vert jusqu'à 70 ans. Il a accumulé au cours de ses trajets des maîtresses. Il a des enfants illégitimes très nombreux. À son testament, on peut lire dans son testament l'idée que si jamais des enfants adultérins se présentaient encore dans les années qui suivraient sa mort, eh bien, il faudra leur donner quand même quelque chose. Donc c'est dire que il est large dans tous les sens du terme. Et le drame personnel de Vauban, c'est une absence d'héritier mâle. C'est-à-dire que quand on a passé sa vie on en parlera tout à l'heure, à reconstituer le précaré, enfin fortifier le précaré, on se l'applique à soi-même. C'est-à-dire que bien sûr, on va avoir envie d'avoir son propre précaré. Et ce n'est pas seulement acheter Vauban, la seigneurie, acheter le château de Bazoches, c'est également acheter les terres. Et sa femme, qu'il voit si peu, est son agent, son relais, celle qui reste à Bazoches, celle qui reste dans le Morvan, et qui, la moitié des actes de propriété sont signés par elle. Il lui dit, voilà, il y a ça à acheter, il y a ça à faire, et elle applique. Et elle est donc à la mort de Vauban, le couple possède 1500 hectares,
dont 500 hectares de bois. Ils sont partis de zéro, quasiment de zéro. 1500 hectares, c'est vous dire la largesse du roi, qui paye bien son Vauban, mais 1500 hectares, 500 hectares de bois, c'est intéressant parce que Vauban a un souci constant de la forêt. C'est un type qui est né dans le Morvan, il a grandi dans la forêt, au bord de la forêt, à l'orée de la forêt, le liseré de la forêt. Il va chasser, il est un très bon chasseur, et il n'arrête pas d'insister pour lui-même comme pour le roi sur l'importance des forêts, qui n'est pas seulement destinée à la fabrication navale, comme Colbert le voudrait, des coques de bateaux, des mâts de navires, etc. Mais quand on l'utilise pour la construction navale, Vauban dit il faut replanter aussitôt. Des belles forêts de futaies, des arbres magnifiques qui ont 150 ans, vous ne les coupez pas sans replanter immédiatement. Et le grand défaut, même à cette époque-là, c'est qu'on coupe et qu'on replante pas. Et c'est régulier. Et Vauban n'aura de cesse de le signaler au roi comme de l'appliquer pour lui-même. Et lui, il plantera dès qu'on coupe chez lui. Quant aux origines sociales, j'en dis un mot donc rapidement. Et si vous pouviez avancer sur l'arbre généalogique, je veux bien. Parce que... Voilà. Alors, ceux du fond n'en verront rien, mais je vais donc simplement résumer. Petite origine, toute petite origine. La noblesse, Saint-Simon qui a toujours la dent dure, et Saint-Simon qui est le chroniqueur, si vous voulez, mondain de la cour, plus que ça, mais bon, pour résumer, dit Vauban, petit gentilhomme de campagne, tout au plus. Rien de si court, de si nouveau, de si mince. Pour dire tous les talents en prêt qu'a Vauban. Il reconnaît les mérites de Vauban, mais il ne lui reconnaît pas ce qui était si essentiel à l'époque, la naissance. Vauban est donc sa grand-mère, une fille illégitime. Si on remonte chez les Vauban au XVIe siècle, c'est une noblesse douteuse qui n'a eu de cesse justement de dire qu'elle était réelle, mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de documents. Ils vivent noblement, mais bon. Et quand il s'agit pour Vauban d'obtenir le cordon bleu de Saint-Louis, vous voyez, quand vous voyez tous ces grands portraits de dignitaires de l'Ancien Régime, de la monarchie traditionnelle, vous avez des cordons rouges, des cordons bleus. Vous les voyez en sautoir traverser le torse de ces personnages. Saint-Louis, c'est rouge. Saint-Esprit, c'est bleu. Et Vauban a même l'ordre du Saint-Esprit. Il a le ruban bleu en 1705, 2 ans avant sa mort. C'est vraiment... Et ce ruban qu'il obtient, il l'obtient en prouvant sa noblesse. Pour ce faire, il est obligé d'aller à Versailles, d'envoyer son dossier pour montrer qu'il est noble depuis au moins 4 générations. Bon. Et là, vous avez un commissaire du roi qui est connu, qui s'appelle Dauzier. Vous passez à travers les fourches les mains de Dauzier, et Dauzier dit à peu près la même chose que Saint-Simon. Dauzier dit « J'ai vu l'original, j'ai vu le papier qu'il m'a présenté, le parchemin qu'il m'a présenté en janvier 1705, et c'est une pièce des plus fausses. » Donc le maréchal de France ment sur sa noblesse, il n'en est pas sûr. Une des pièces les plus fausses et des plus mal faites que j'ai encore vues de cette espèce. Aussi, ne l'a-t-on pas produite pour la preuve du Saint-Esprit du chevalier de Vauban. Il rajoute quelle qualité peut-on trouver que celle d'un bailli de village pour le père d'un chevalier du Saint-Esprit, et quelle alliance pour l'étendre du maréchal qui s'appelle, et là il sort des noms, Lambert Millerot. C'est pas noble ça. Et donc les Lambert, les Millerot, ça sent pas sa noblesse. Mais comme c'est quand même Vauban, on va passer dessus. Mais la naissance c'est quand même extrêmement important. Alors, j'en arrive maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire pourquoi Vauban. Là, je parle d'un personnage qui n'a pas encore exprimé ses mérites et sa valeur. Vauban, vous pouvez, si vous notez, que sa carrière commence à l'âge de 18 ans comme militaire. Donc, dans cet arbre généalogique, si vous le voyez, bon, si vous ne le voyez pas, tant pis, mais je vous le dis, vous avez beaucoup de militaires dans la famille. Servir le roi, c'est servir par les armes. Et donc, vous avez les oncles de Vauban. Vauban est là, Sébastien, le prêtre. Il a 2 oncles qui sont morts au combat. Il avait 2 ans quand le premier est mort, 4 ans quand le second est mort. Donc, vous avez 2 oncles morts, et vous en avez un 3e qui va continuer. Alors, c'est la génération qui est là. Voilà, les oncles sont là. Et il y a un 3e
que je confonds toujours là, c'est Jacques, qui, enfin, peu importe, qui lui est militaire, il va pas mourir au combat, et une sorte de modèle, on suppose, on le soupçonne, pour Vauban. Vauban donc entre à l'armée à 18 ans. Il est bourguignon, Morvan, Nivernais, il est bourguignon. En étant bourguignon, il passe directement au service du prince de Condé, le cousin de Louis XIV, l'héritier troisième dans l'ordre de succession. En fait, les Condé, branche cadette, ont le gouvernement de la Bourgogne. Si vous êtes bourguignon, vous entrez dans l'armée, il y a de fortes chances que vous serviez comme cadet au régiment de Bourgogne, donc du prince de Condé, cousin du roi. Ben, ça commence mal. Mais j'ai toujours pensé qu'il vaut mieux parfois de mauvais débuts. Les mauvais débuts ne présagent pas d'une belle fin, ne présument pas d'une belle fin. Il y a, en fait, chez Vauban, c'est pas un choix. Il est bourguignon, ça lui est venu naturellement. Il est rentré dans les régiments de Condé. Condé, vous le savez, pendant cette époque-là, pendant la Fronde, est cousin du roi, mais allié des Espagnols. Alors, pas tout de suite, mais assez vite. Condé trahit largement, et si vous servez Condé, vous servez contre le roi. Et ce qui arrive, et la chance, il faut un petit malheur pour avoir un grand bonheur, la chance de Vauban, c'est qu'il est fait prisonnier. Il est capturé en janvier 1653, alors même qu'il sert Condé, et deuxième chance, capturé c'est une chose, mais deuxième chance, il est tout de suite présenté à Mazarin. Et Mazarin, c'est pas seulement le cardinal principal ministre, c'est le parrain du roi. Mazarin, c'est le parrain de Louis XIV. On pourrait presque dire le père supplétif, celui qui a fait office de père et qui a appris le métier de roi à Louis XIV. Et Mazarin, comment est-on présenté quand 1653, Vauban a 20 ans? Comment un type de 20 ans est présenté à Mazarin alors qu'il est simple prisonnier parmi d'autres? Mais c'est certainement parce que déjà ont été décelés en lui les talents d'ingénieur ou d'ingénierie, quelqu'un qui déjà a un potentiel, comme on dit aujourd'hui, pour exercer l'art du siège de ville. Et c'est même pas certainement, on le sait, il a déjà commencé à faire le siège de plusieurs villes, notamment une petite ville que vous connaissez peut-être de nom, Sainte-Ménéhould. Sainte-Ménéhould, vous la connaissez, c'est là où Louis XVI passe un siècle plus tard pour aller à Varennes. Et à Sainte-Ménéhould, on est donc dans l'approche de l'Argonne, vous avez en fait une citadelle qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus rien, enfin si, il y a un très bel hôtel de ville, mais Sainte-Ménéhould, c'est le premier siège vraiment connu de Vauban, et à ce moment-là, il prend la ville de Sainte-Ménéhould au service de Condé contre le roi. Donc quand il est fait prisonnier par les royaux, par les loyalistes, donc Mazarin le reçoit, donc c'est qu'il a entendu parler de lui, et on va lui demander de changer de camp. Et il va changer de camp. C'est quand même quelqu'un de pragmatique et d'intelligent. C'est pas un sectaire. Il est, je pense, au mérite qu'il a. On va lui offrir d'ailleurs très vite une fonction. Et ce qui est très drôle, c'est que il va reprendre Sainte-Ménéhould, qu'il connaît bien. Pour l'avoir pris une première fois pour Condé, il va la reprendre pour le roi. Et à partir de là, ce qui m'a intéressé, bon, je coupe, mais ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il voit le roi pour la première fois. Quand est-ce que Vauban rencontre le roi pour la première fois? Alors, on n'a pas de certitude, mais c'est quasi probable, il le voit à un siège de ville. On pense, le roi Louis XIV s'est fait sacrer à Reims en 1654, au mois de juin. 2 mois plus, il a 16 ans. Presque, pas tout à fait, mais il va avoir 16 ans. 2 mois plus tard, Louis XIV est au siège de Clermont, dans toute la région de Sainte-Ménéhould. Il assiste à plusieurs sièges. Et le roi est présent. Et d'ailleurs, c'est un des plaisirs du roi. Louis XIV aime les sièges de ville. Ça va être aussi un bon point pour Vauban. Louis XIV préfère les sièges de ville aux batailles. Il comprend pas grand-chose aux batailles. Ça va trop vite, c'est trop accéléré. Le siège de ville vous permet de mettre en scène la théâtralisation du pouvoir royal. D'abord, c'est l'arrivée du roi sur le site où va se dérouler le siège. Ensuite, on passe en revue les troupes. Ensuite, on installe le campement, de préférence évidemment en hauteur, à la fois par mesure de protection et symbolique. Le roi installe sa tente, installe son siège. Il insiste, assis sur un siège, aux combats qui ont lieu contre le rempart de la ville. Donc,
Et on pense que lorsque, pour la première fois, Vauban et Louis XIV se croisent, c'est à un siège, ce qui est logique, c'est au retour du sacre, c'est à Stenay, au début du mois d'août 1654. Je vous dis ça parce que quel âge ils ont? Ils sont très jeunes. Le roi a 16 ans, donc, je vous l'ai dit, et Vauban, 21 ans. 16 ans et 21 ans. Et ils vont se suivre pendant 54 ans. 53 ans, 54 ans. Ce qui est très intéressant aussi, c'est à partir de quand ils s'écrivent. Ils se voient, ils se reconnaissent. Mais à partir de quand ils s'écrivent? Très tard. La première lettre connue du roi, c'est d'abord le roi qui écrit, vous n'écrivez pas au roi, c'est le roi qui vous écrit. Louis XIV écrit à Vauban en 1691. Donc, beaucoup plus tard. Et comment expliquer ça? Parce qu'ils se voient tout le temps. Vous n'écrivez aux gens que vous ne voyez pas. Vous, maintenant, vous envoyez des messages, des SMS, des mails. Mais si vous voyez le roi fréquemment, vous n'avez aucune raison de lui écrire. Vous allez avoir l'oreille du roi. Bon. Et pour vous prouver à quel point ces deux-là se voient sans cesse, enfin régulièrement, plusieurs fois par an, Vauban, ça, bon, c'est peut-être un chiffre à retenir quand même, Vauban a fait 49 sièges de ville. 49, pas 50. 49. Il aurait aimé faire, il pouvait faire 50. Le roi lui a refusé le 50e. Bon, bref. 49 sièges. Le roi est présent à 20 sièges sur 49. Donc, si vous voulez, 49 sièges, 49 prises. Hein. Avec la formule célèbre appliquée à Vauban, un siège de ville de Vauban, c'est une ville prise. C'est pas exactement ça. Elle est formulée autrement, mais une ville assiégée par Vauban, ville prise. Une ville défendue par Vauban, ville imprenable. Et Vauban n'a à son actif, de son vivant, ville fortifiée de sa personne, par lui-même, par ses soins, aucune ville prise. L'île sera prise. L'île qui était pour lui la perle de ses défenses sera prise 1 an après sa mort. Et encore dans des conditions. Et aucune ville prise de son vivant défendue par lui. 49 sièges de ville, 49 villes qui tombent, 20 en présence du roi. Je pense que, voilà, ça marque un peu les choses. Alors maintenant, rentrons vraiment dans le cœur du truc. Alors, vous pouvez passer l'arme généalogique. Alors voilà, d'abord, voilà le royaume de France. Il y a, alors, vous voyez très mal, je suis désolé, la carte est peu lisible de loin, mais Vauban va beaucoup voyager. Vauban va beaucoup voyager parce que dès 1655, le 3 mai, le roi signe un brevet nommant Vauban ingénieur officiel, ingénieur du roi. Je rappelle que le corps des ingénieurs n'est pas un corps professionnel. Hein, vous n'avez pas encore d'école de formation des ingénieurs. On ne devient pas ingénieur par l'école. On devient ingénieur sur le tas. On est dans le monde d'avant, le monde traditionnel où les choses se font si on voit quand vous avez du talent, on vous nomme. Bon, voilà. Il faudra attendre 1748 en France pour qu'il y ait une école d'ingénierie à Mézières. 1748, Vauban est mort depuis très longtemps, depuis 40 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la place d'ingénieur du roi soit à ce point fondamentale? Eh bien, c'est ce que des historiens, notamment anglo-saxons, Geoffroy Parker, etc., ont appelé la révolution militaire. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour faire simple et court, il s'est passé que, vous le savez tous, l'apparition du boulet métallique, l'apparition de la poudre, l'apparition d'une nouvelle manière de se battre. À partir des années fin 15e, début 16e, le boulet métallique rend complètement caduque toutes les forteresses qui avaient été construites jusque-là. Le boulet métallique vous perfore, vous crée une brèche immédiate dans les remparts, dans les courtines, donc le rempart sert à rien. À qui appartenaient les remparts? Jusqu'au XVIe siècle, elles appartenaient aux villes. C'est-à-dire ce qu'on n'appelait pas encore le conseil municipal gérait le rempart. À partir du moment où le boulet métallique arrive, le rempart ne servant plus à rien, il va falloir miser beaucoup d'argent pour construire des remparts plus efficaces. Et c'est là que l'État royal intervient. Qui peut prêter autant d'argent à part le roi pour construire des citadelles dignes de ce nom, capables de faire face à ce fameux boulet métallique? J'ajoute également que dans les nouvelles manières de faire la guerre, vous avez l'apparition de l'arquebuse, vous avez l'apparition, d'ailleurs, le plus connu des chevaliers, symboliquement, Bayard, meurt d'un coup d'arquebuse.
Celui qui tire ne sait pas qu'il tire sur Bayard. Et quand il apprend le soir qu'il a tué Bayard, il est tout confus en disant « Ah si j'avais su, non ». En fait, cette arme nouvelle, cette poudre qui est utilisée, perturbe tout l'organisation militaire et on la considère comme lâche, anonyme, aveugle, mais elle est d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas Vauban qui va inventer... alors, si on peut avancer un peu plus, encore. Voilà. Alors, si on peut le redresser, ce n'est pas Vauban qui invente le plan en étoile. Ça, il l'a rendu célèbre. C'est lui qui l'a vraiment popularisé et rendu très redoutable. Mais le plan en étoile, c'est-à-dire avec la construction de bastions en forme triangulaire, c'est déjà des ingénieurs italiens. Vers 1520, au moment où se pose le problème, se trouve la solution. Donc, en 1520, on a des premiers bastions. Ce sont des ingénieurs italiens qui vont les concevoir. J'ai suffisamment habité à Ajaccio pendant des années, habitant devant la citadelle d'Ajaccio, mes fenêtres donnant sur la porte d'entrée. J'entendais les masses, les vagues de touristes qui passaient avec des guides plus ou moins sérieux. Et j'entendais une citadelle à la Vauban. Non, on ne prête qu'aux riches, je veux bien croire, mais Ajaccio, la Corse n'était pas française du vivant de Vauban. Vauban n'a pas... les ingénieurs génois, italiens qui ont fait la citadelle d'Ajaccio, ou d'autres, Bonifacio, etc., ont déjà utilisé le plan en étoile, ils savent faire. Vauban n'a fait que réutiliser ce plan-là. Mais donc dans des méthodes de façon de faire incroyables. L'idée de Vauban... c'est d'abord, il s'inspire de ce que les Italiens ont fait, mais il fait mieux. Il s'inspire de tout, il prend son miel partout. Par exemple, il s'inspire pour attaquer un bastion, alors là dans l'autre sens, non pas défendre une ville, mais attaquer une ville. Il s'inspire des Turcs. Il est capable, il sait. Il y a un combat gigantesque qui a lieu au moment où Vauban vraiment commence sa carrière. C'est la prise de la Crète. La Crète en Méditerranée est une île tenue par les Vénitiens et les Turcs s'en emparent au bout de 21 ans d'attaques, de sièges. Ils finissent par prendre Candie, Héraclion aujourd'hui. Et pendant ce siège, et Vauban, ça va l'intéresser énormément, pendant ce siège, les Turcs vont creuser pour approcher du rempart. Ils vont creuser des tranchées. Si vous voulez approcher du rempart, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de creuser des tranchées, mais non plus linéaires, mais en zigzag. Et ça, Vauban trouve ça effectivement. Évidemment, avec le recul, on dit oui, il fallait y penser, c'est simple. Mais comme souvent le génie a à voir avec la simplicité, le zigzag et la tranchée en zigzag, ça c'est mais si vous voyez des représentations, des tableaux, des gravures, avec des sièges de ville où on voit des zigzags dans la façon de construire les tranchées, c'est Vauban. Et ces tranchées en zigzag permettent d'éviter les tirs en enfilade, d'approcher du rempart, ensuite demander aux sapeurs, aux mineurs, métier hyper dangereux, de placer des charges sous les remparts pour créer la brèche. Mais Vauban d'ailleurs va aux premières lignes, va inspecter les chantiers, les tranchées, etc. C'est très risqué comme métier ingénieur du roi. Vous mourrez facilement. Votre espérance de vie est très courte. Vauban est blessé un nombre incalculable de fois. Donc vous avez la joue mouchée, mais si vous allez au château de Bazoches, vous verrez l'armure de Vauban avec des impacts de plomb. Il est plusieurs fois blessé. Il voit mourir un nombre incalculable d'ingénieurs auprès de lui. Pour le siège de Montmédy, où Louis XIV est présent, 1657, siège, une boucherie, une saignée terrible. Il y a 5 ingénieurs. Le roi est là, 5 ingénieurs autour de lui. Un des ingénieurs, c'est Vauban. Dès le 4e jour, il y a 4 ingénieurs qui sont morts. Vauban est toujours en vie, voilà. Bon, mais c'est violent, la guerre tue. Et donc, il y a chez Vauban la volonté toujours d'éviter au maximum le nombre de morts, le nombre de blessés. Donc, non seulement la tranchée en zigzag est plus efficace pour l'approche, mais elle évite aussi le nombre des pertes. Alors, construire des remparts, construire des bastions, c'est aussi dans l'idée, en pointe, en triangle, en étoile, c'est aussi éviter que
les boulets métalliques puissent avoir une quelconque efficacité, ricoche, si vous voulez, sur la... Aucune surface n'est prenable, en fait. Et il y a aussi, dans cette idée de rempart en étoile, l'idée que n'importe où vous vous placez, vous pouvez viser sur l'assaillant. D'autant que on va élargir les glacis, on va agrandir. Alors, si vous pouvez, on voit les plans suivants. Alors, encore, voilà, ça c'est... Pour lui, c'est le succès absolu, c'est l'île. L'île, Vauban fait preuve d'une inventivité incroyable. Donc c'est une citadelle en étoile, hein, comme toujours, mais où la placer? Si, elle existe toujours. Hein, elle est classée monument historique dans son intégralité. Dans son intégralité, tous les monuments historiques. Et c'est assez récent, en 2012. En fait, il y avait des éléments déjà qui étaient monuments historiques. Là, tout y est depuis 10 ans. Il place l'île de manière très intelligente. Il place la citadelle à l'ouest de la ville. Là, ce que vous ne voyez pas sur le plan, c'est que la ville est ici, à l'est de la citadelle. Pour entrer dans la citadelle, il faut entrer dans la ville. Et que met-il à l'ouest, ou plutôt sur quoi s'appuie-t-il à l'ouest? À l'ouest, il s'appuie sur les marécages de la Deule, le fleuve, la rivière qui passe, et toute la zone qui est ici à l'ouest est marécageuse. Donc, pour mener un siège, difficile. Vous êtes, pour prendre vraiment la citadelle, vous êtes obligé d'entrer d'abord dans la ville. Ce qui va se passer en 1708. Hein. Mais donc, il y a encore d'autres choses qui sont prévues pour retarder l'avancée de l'ennemi. C'est une zone de glacis, ici, entre la ville et la citadelle. Cette zone de glacis, qui fait 500-600 mètres de long, est inondable. Inondable. En 48 heures, elle peut être remplie à hauteur de 60 cm d'eau. Et ça, je disais que Vauban prend son miel partout. Il le prend en turc. Là, l'idée de l'inondation, il l'a pris en Hollande. Les guerres de Hollande, il a vu l'armée française immobilisée par l'ouverture des vannes, des digues, etc. Donc, il reproduit. Il utilise toute la masse d'eau en réservoir. Donc, c'est là où on voit l'ingénieur. Il utilise cette masse d'eau capable, en 48 heures, d'inonder le glacis. Par ailleurs, cette citadelle est quand même reliée à la ville par 2 remparts, un au sud et un au nord, qui n'apparaissent pas là sur le plan et qui sont très fragiles et voulus pour être fragiles. Ils sont immédiatement destructibles si Vauban pense que c'est dangereux de les garder, parce que ce sont justement c'est un petit peu comme le corridor que vous avez entre le château Saint-Ange et le Vatican à Rome. C'est un petit peu le passage que vous avez à Florence entre le Palazzo Vecchio et le Palais Pitti. Ce sont des passages dans la ville, donc c'est très dangereux. Ça peut être utile, mais ça peut aussi se retourner contre vous. Donc on peut les miner et les faire disparaître. Et si vous regardez comment cette place est aménagée, c'est toute la rationalisation de la citadelle. C'est l'époque où on construit des casernes, où on multiplie les collèges, où on met les fous à Charenton, on les enferme dans les asiles. C'est l'époque, Michel Foucault, même si c'est très critique aujourd'hui, parle du grand enfermement. Les soldats ne doivent plus être dans la campagne, abattre la campagne. Ils sont dans des casernes. Les Invalides, c'est la caserne ultime, ou plutôt pionnière. C'est la grande caserne voulue par le roi et par Louvois. Donc la caserne, elle est dans la citadelle. Elle est, vous voyez les barres de bâtiments, c'est très rationnel, c'est très rationalisé. Le Vauban va loger beaucoup à Lille, hein. C'est vraiment la place qu'il aime, qu'il affectionne. Elle est au centre de son dispositif. Et il va loger les soldats dans les longs bâtiments noirs que vous voyez ici, et les pavillons carrés qui terminent les ailes longilignes, les officiers. Donc les soldats dans les ailes, les pavillons, les officiers, et les domestiques au grenier. Vous avez un hôpital, vous avez tout un calcul pour la poudrière, pour éviter qu'elle n'explose, elle est placée avec une méthode comme d'airbag, c'est très intéressant. Et parmi, alors je vais très vite, parmi les inventivités aussi de Vauban, vous avez les portes. Sur ce plan, vous en voyez 2, la porte royale. Les portes dans une citadelle à la Vauban, c'est vraiment le seul élément travaillé du décor. C'est là où on met le paquet. Le reste, c'est pratique. Mais esthétique, la porte d'entrée, armes de France, Lyon, tout ce que vous voulez, lys. On va en rajouter dans le travail de la pierre. La porte, c'est l'élément décoratif et aussi symbolique. Pour le reste,
c'est pratique. En brique, comme les Romains. La force de l'Empire romain, c'est la brique. Quand vous voyez la brique, vous êtes devant l'absolue puissance de Rome. La brique, c'est pas cher, c'est moins cher que la pierre, et si vous c'est comme du Lego, vous l'emboîtez, vous avez une force incroyable. Surtout si vous la bastionnez. Alors le bastion va être constitué de briques, un peu de pierre quand même, de grès, mais apposé à des terre-pleins, ce qui fait que les boulets n'ont aucun impact si vous avez 10 mètres de terre ou 20 mètres de terre derrière la brique et le grès. Et je reviens sur les portes et je termine là-dessus. Pour les portes, vous en avez 2 visuelles. En réalité, vous en avez 5. Vous avez 5 portes, une entre chaque, sur une courtine, c'est ce qui est entre 2 bastions. Ça, c'est un bastion, ça, c'est une courtine. Et entre, donc, chaque bastion, vous avez une courtine. Et en fait, vous avez 3 portes qui n'apparaissent pas sur le plan. Elles existent. Elles sont démolissables à merci. C'est-à-dire que si Vauban envisage une sortie, elle peut arriver là où les adversaires ne l'attendent pas. C'est-à-dire, là, par exemple, il y a une porte, mais vous ne le voyez pas sur le plan. Là aussi, et là aussi. Voilà. Donc, je pense que j'ai une dernière chose sur ces remparts en étoile. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si on avance un peu, l'aboutissement, l'île, c'est vraiment la matrice. Alors, voilà. Alors, l'apothéose, l'acmé de Vauban, c'est Neuf-Brisach. Le vieux Brisac est rendu au traité de Rysweg en 1697 aux Allemands. Donc, il est impératif de construire une nouvelle citadelle en face du vieux Brisac, le Neuf-Brisach. Et Neuf-Brisach est vraiment un ensemble étoilé absolument incroyable. Et ce qui est génial chez Vauban, c'est qu'un bastion peut tomber. C'est pas grave, ça n'entame pas la sécurité des autres. C'est-à-dire que un bastion est sécable et vis-à-vis, indépendamment des autres. Alors évidemment, il vaut mieux qu'aucun bastion ne tombe, mais avant que d'arriver au cœur de la citadelle, à la place d'armes, il vous faudra du temps. Pour conclure là-dessus, imaginez qu'il s'agit à chaque fois de gagner du temps et surtout d'en faire perdre aux autres. C'est-à-dire que plus ils mettent du temps, plus leur situation s'aggrave. On sait que les sièges sont l'occasion d'épidémies, vous piétinez, le moral n'est pas bon, les épidémies arrivent, vous perdez du temps, vous laissez au roi le temps d'apporter des renforts. Donc ces citadelles ont surtout le mérite et la qualité première, c'est de faire perdre du temps à l'ennemi. Donc c'est pas grave si un bastion tombe, relativisez votre malheur, la citadelle tiendra encore longtemps. 2 choses encore. Alors si vous pouvez revenir en arrière, comment Vauban voyage, ça me passionne. Ah, je suis voilà, alors si on peut le dresser, et même la carte de France. Voilà, ordre de Louvois. Bon, il est d'abord l'homme, la créature, comme on disait au XVIIe. Vous êtes créé. Le XVIIe siècle a cette force des mots. Vous êtes la créature de Mazarin. Quand Mazarin meurt en 1661, Colbert, qui était la créature de Mazarin, reprend Vauban à son service. Quand Colbert meurt, c'est Louvois. Donc Vauban connaît des patrons différents et ces patrons sont sans pitié pour lui. En 1680, c'est Louvois qui donne un ordre incroyable à Vauban. Il lui demande de rejoindre le nord, alors je ne sais plus dans le détail, pour fortifier Maubeuge ou Rocroi, je ne sais plus. Ensuite, il lui dit, vous vous rendrez à Bayonne. Vous voyez, là, vous envisagerez donc sur l'Adour, hein, vous voyez Bayonne, vous avez l'Adour qui rentre et donc fortifier l'estuaire de l'Adour. Ensuite, vous irez à Perpignan. Ensuite, vous retrouverez le roi à Lille. La date est donnée pour le mois de juin, mi-juin, vous êtes à Lille. Vauban dit mais je peux pas, c'est pas possible. Et l'ordre est donné en avril. Les conditions de déplacement, c'est pas les nôtres, c'est pas l'autoroute à 4-6 voies. On pense que Vauban, Anne Blanchard, Michel Virol, tous les historiennes qui ont écrit sur Vauban ont fait des calculs. Combien de kilomètres dans sa vie a fait Vauban? Eh ben, on le sait à peu près. Bon, il aurait fait plus de 200 000 kilomètres dans sa vie. Vous allez me dire, aujourd'hui, à l'heure d'Emmanuel Macron, c'est peu. Mais 200 000 kilomètres sous Louis XIV, c'est énorme. Pour vous donner une idée, d'abord, il le fait à cheval, quand il est jeune, à cheval.
À cheval, il arrive à faire 40 km. Il est lourdement chargé. Hein, il n'est pas tout seul. Il y a tout le service de cartographie. Donc, il faut se déplacer à plusieurs. Louvois, à ce moment-là, est en train de mettre en place la première poste relais, c'est-à-dire vers l'est, justement. On va installer des auberges où on va demander à des aubergistes tous les 20 km, 20-25 km, de permettre, si vous avez des chevaux fatigués, de les changer. C'est le cas de l'évasion de Louis XVI. En 1791, le problème de Louis XVI, en partant vers l'Est, c'est évidemment de devoir changer ses chevaux tous les 20-25 km. Et c'est pas mince comme affaire, puisque 6 chevaux pour la voiture, 2 pour l'équipage qui accompagne, 2 autres pour les gardes du corps qui suivent. Enfin, c'est quand même un dispositif. Vous arrivez à 3 heures du matin dans une auberge, toc toc, 11 chevaux, s'il vous plaît, frais, tous les 20-25 km. Vitesse de croisière, 12 km à l'heure. Ok ? Donc là, vous avez un Vauban qui nous fait du 35-40 km à l'heure dans le meilleur des cas. Et alors d'ailleurs, il se plaint tout le temps. Et on comprend, il se plaint de la route. C'est pas des routes, c'est des pistes. Il pleut, il neige, il se déplace. Et il n'en peut plus, il est épuisé par ses déplacements. Et alors, à la fin, et vous pouvez avancer, il va inventer, alors on dit que c'est une invention de une basterne, c'est romain. Les Romains avaient déjà ça, une basterna, un brancard en latin, basterna. Alors, elle n'a pas de roue. Il vaut mieux, parce qu'on n'a pas encore inventé la suspension en landau, la suspension en berceau des carrosses du XVIIIe, dont bénéficie Louis XVI en 1791. C'est beaucoup plus pratique pour le confort de la route. Donc, pas de rapport au sol. 2 mulets ou 2 chevaux qui vous portent ça. Et alors, à l'intérieur, non, on voit pas à l'intérieur, mais vous avez une reconstitution en bois qui est à l'entrée du château de Bazoches, que vous pouvez voir aussi à Bazoches, si vous voulez bien passer l'image suivante. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. À l'intérieur, d'ailleurs, ça n'est pas sans faire penser à ce que Richelieu avait lui-même et ce que Napoléon a organisé lui-même dans sa propre voiture. Vous avez une table au centre c'est assez large, hein, c'est pas étroit. Et vous avez son secrétaire et lui. Et il n'est pas tout seul. Hein. Il y a un secrétaire avec lui, un abbé d'ailleurs, souvent, et c'est lui qui prend en note. C'est lui qui prend en note tout ce que Vauban lui dit. L'écriture est illisible, c'est le malheur des historiens. Travailler sur Vauban, c'est travailler sur une écriture souvent illisible parce qu'elle est dans le chaos de la route, écrite de manière très hachée. En tout 200 000 kilomètres. Alors, sur une vie, je conclurai rapidement. Il est capable, si vous voulez, de faire l'année 1681, record battu, 7500 kilomètres. Il n'est chez lui qu'un mois par an maximum. Certaines années, il ne rentre pas. Donc la seule année qu'il a passé entièrement à Bazoches, c'est en 1790-91. C'est un homme qui est tout le temps en mouvement. Et conclusion, si vous voulez, de tout ça, et là, vous pouvez revenir plus loin sur la carte. Continuez. Là, tac. Ce qui nous importe essentiellement chez Vauban, c'est ce dispositif final. C'est-à-dire que il a constitué un projet qu'on appelle, que vous connaissez tous, et là j'ouvre des portes ouvertes, le pré-carré, la ceinture de fer, le pré-carré. C'est honnêtement la même chose. La ceinture de fer et le pré-carré, je m'assois 2 secondes, je vous lis c'est qu'écrit Vauban à Louvois en janvier 1673. Il lui dit sérieusement: Monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son pré-carré. Cette confusion de places, amis et ennemis, ne me plaît point. Sous-entendu, il y a des places perdues chez l'ennemi, il faudrait les abandonner. Elles ne servent à rien, abandonnez-les, réduisez à l'essentiel. Vous êtes obligés d'en entretenir 3 pour 1, rajoute-t-il. Monseigneur, prêchez toujours la quadrature, non pas du cercle, mais du pré. C'est une belle et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des 2 mains. Et il va lui conseiller 2 lignes pour ce pré-carré, pour éviter les invasions par le nord. En fait, une ligne A et une ligne B, constituées de 13 forteresses. Vous voyez, ça commence à Dunkerque. C'est l'occasion d'ailleurs des premiers plans relief, Dunkerque, les plans relief qui sont aux Invalides. Pour expliquer à Louis XIV comment ça va fonctionner, Vauban fait des maquettes, c'est les actuels plans relief des Invalides actuellement, et une deuxième ligne B
partant de Gravelines et allant jusqu'à Charleville. Ces 2 lignes, c'est la ceinture de fer. Et ça va marcher. Puisque je vous rappelle que pendant tout le XVIIIe siècle, la sanctuarisation du royaume est assurée. Il n'y a plus d'invasion comme au XVIe ou au XVIIe. Paris n'est même plus menacé à tel point qu'on ne fait même pas de rempart autour de Paris. Il y a une France de la frontière, maritime, terrestre, fluviale, montagneuse, mais il y a aussi une France de l'intérieur qui, elle, n'a plus besoin de forteresses. On peut faire l'économie de forteresses. À la fin de sa vie, Vauban finira par dire, quand même, ce serait bien de fortifier Paris. Mais bon, là, il y a quand même ces 2 lignes qui vont tenir, je rappelle, jusqu'en 1814. C'est Napoléon qui n'assume pas l'invasion des Alliés début 1814, qui va voir ce système périmé. Et voilà. Je conclus. J'ai été trop long, bien sûr. Je vous prie de me pardonner. Mais Vauban, ce n'est pas que en fait le militaire que je vous ai présenté. Je pourrais peut-être répondre à certaines questions. C'est aussi un homme qui connaît le pays réel tellement bien. C'est l'homme qui connaît la France, peut-être, je pense, de toute l'histoire de France, c'est l'homme qui connaît parmi ceux qui connaissent le mieux la France. Et quand il parle de quelque chose, il sait de quoi il parle. J'en prends un exemple personnel. Lorsqu'il vient en Bretagne, il veut tout voir. Il veut descendre le fleuve, il veut interroger les paysans. La récolte, c'est un rural, hein, il reste rural hein, au fond de lui. Et il a l'oreille du roi pendant très longtemps. Et à tel point que le roi lui fait tellement confiance qu'il dit, écoutez, mon fils arrive à l'âge où il a besoin de connaître la guerre. Et donc, je vous envoie le dauphin. Il lui envoie, je prends 2 minutes, oui, c'est intéressant. Il lui envoie son fils et il lui dit, bah écoutez, si vous êtes, alors, je vous lis 2 minutes pour conclure. Et ça vous dira quand même la reconnaissance du roi. Le grand dauphin a 26 ans hein, quand Louis XIV envoie son fils. Et je trouve formidable la phrase qu'a Louis XIV. « Je vous donne occasion », dit-il à son fils. Louis XIV envoie son fils au front et il l'envoie sur un siège de ville, Philippsbourg. « Je vous donne, dit-il à son fils, occasion de faire connaître votre mérite. Allez le montrer à toute l'Europe afin que, quand je viendrai à mourir, on ne s'aperçoive pas que le roi est mort. » Et alors, vous imaginez la pression. Le fiston, le dauphin, qui n'est pas réputé pour être un foudre de guerre, justement, arrive dans la tranchée, et Vauban est là. Et il le suit partout. Louis XIV a demandé à Louvois de demander à Vauban de suivre dans la tranchée le grand dauphin partout. Et Vauban lui explique. Et le grand dauphin a plein de questions. Il a l'air très curieux. Bon, est-ce qu'il l'est naturellement? Sincèrement, je ne sais pas. Et à tel point que Vauban écrit à Louvois. C'est un homme de rapport. Hein, là, il a un côté fonctionnaire. Il a fait des rapports toute sa vie. Il écrit beaucoup. Et il dit Louvois, le dauphin est fou. Et j'ai eu la frayeur de ma vie. Il m'a envoyé au casse-pipe. On est allé à 50 mètres enfin, il parle pas en mètres, mais de toise du rempart. Faites quelque chose, il est fou. Et Louvois a dû répéter, mais en mots plus appropriés à Louis XIV. Et Louis XIV écrit à son fils, le roi mande présentement à Monseigneur qu'il ne désire plus qu'il aille à la tranchée et qu'ayant fait à présent tout ce qui était nécessaire pour sa propre gloire, il ne veut plus qu'il songe à autre chose qu'achever de s'instruire. Donc, homme de confiance du roi, Vauban est toujours derrière, ce qui fait qu'il est maréchal en 1703. Et que quand il meurt, il a le droit. Alors, il meurt à Paris, dans l'hôtel d'une de ses 2 filles, et messe d'enterrement à Saint-Roch. Le corps ramené à Bazoches, où il est toujours, pas profané pendant la Révolution. Le cœur replacé aux Invalides par Napoléon lui-même en 1808. Et sous Louis-Philippe, le tombeau sculpté que vous pouvez voir actuellement aux Invalides. Donc le cœur aux Invalides et le corps à Bazoches chez lui. Formule qu'il affectionnait particulièrement. C'était un homme vraiment de terroir. Toute la correspondance est truffée de « chez moi, chez moi, chez moi ». Chez moi, c'est ce petit 1500 hectares constitué de forêts, de terres, et qu'il a si peu vu et qu'il aurait aimé voir davantage. Mais le service du roi était si prenant qu'il a fait don de sa personne au roi.